À l'institut, le matin s'ouvre sur une tension presque imperceptible, mais persistante, comme un bourdonnement qui ne quitte plus les couloirs. À l'hôtel Jourdain, Anaïs Grimbert sent dès les premières minutes que quelque chose a basculé. Rien n'est encore dit à voix haute, pourtant tout est déjà là, des regards qui s'évitent, des silences trop appuyés, et surtout cette sensation désagréable que son autorité, si chèrement acquise, est désormais testée à chaque décision. Très vite, la nouvelle tombe. Jeanne Rigaud a pris une initiative lourde de conséquences. Milan a été retiré du planning de l'hôtel Jourdain. Le geste est sec, presque administratif, mais son impact est brutal. Anaïs comprend immédiatement que ce n'est pas qu'une question d'organisation. Derrière cette décision se cache une volonté claire, montrer qui détient le vrai pouvoir, et jusqu'où Jeanne est prête à aller pour l'imposer. Quand Jeanne lui annonce la mesure, le ton est calme, presque posé, mais chaque mot pèse. Elle parle de crédibilité, d'image, de risque à ne pas prendre. Anaïs, elle, ressent une profonde injustice. Rien n'a été prouvé, rien n'a été établi, et pourtant Milan se retrouve mis à l'écart comme s'il était déjà coupable. Pour elle, accepter cela reviendrait à cautionner une logique qui ne lui ressemble pas, celle de la sanction préventive, froide, déshumanisée. Anaïs tente de résister, d'argumenter, de rappeler qu'une direction ne se mesure pas seulement à des décisions radicales, mais aussi à la capacité d'écouter et de protéger. Mais Jeanne coupe court. Ce n'est pas une discussion, c'est un ordre. Et dans cet ordre, Anaïs perçoit quelque chose de plus inquiétant encore, la certitude que toute concession serait interprétée comme une faiblesse. Secouée, Anaïs cherche refuge auprès de Clotilde Armand. Face à elle, elle laisse tomber le masque de la directrice sûre d'elle. Les mots sortent avec difficulté, elle parle d'une situation explosive, d'un climat qui se dégrade, de la sensation d'être coincée entre ses valeurs et une pression institutionnelle de plus en plus écrasante. Clotilde écoute, attentive, consciente que ce que traverse Anaïs dépasse largement un simple conflit hiérarchique. Avec l'expérience qui la caractérise, Clotilde tente de tempérer. Elle lui rappelle qu'à ce poste, la diplomatie est essentielle, que chaque décision doit être pensée non seulement pour ce qu'elle règle immédiatement, mais aussi pour ce qu'elle provoque à long terme. Anaïs entend ces paroles, mais une partie d'elle se refuse à céder. Elle ne veut pas que Milan paye pour une affaire qui n'est pas claire, et surtout pas servir d'exemple sacrificiel pour rassurer Jeanne. Dans son esprit, une idée s'impose peu à peu, il doit exister une autre voie. Une solution qui permette de protéger Milan sans nier les inquiétudes de l'administration. Une solution qui montrerait qu'elle est capable de gérer une crise sans recourir à l'exclusion. Mais plus Anaïs y pense, plus elle comprend que le temps lui manque. Jeanne ne lui laissera pas le luxe de l'hésitation. Pendant ce temps, à l'hôtel Jourdain, Milan Emery continue de travailler, ignorant encore l'ampleur de ce qui se joue au-dessus de sa tête. Il sent bien que quelque chose cloche, l'ambiance est différente, les échanges plus froids. Sans le savoir, il est devenu le symbole d'un affrontement qui le dépasse, l'élément autour duquel se cristallisent les rivalités de pouvoir. Anaïs observe tout cela avec un poids grandissant sur les épaules. Chaque minute qui passe renforce sa certitude, si elle cède aujourd'hui, elle cédera toujours. Et pourtant, s'opposer frontalement à Jeanne pourrait lui coûter bien plus cher qu'elle ne l'imagine. Dans ce fragile équilibre, elle avance à tâtons, consciente que la moindre erreur pourrait sceller son avenir à la tête de l'hôtel Jourdain. Alors que la journée progresse, une chose devient évidente, ce conflit n'en est qu'à ses débuts. Ce qui semblait n'être qu'un désaccord sur un planning révèle en réalité une lutte bien plus profonde, où se joue la légitimité d'Anaïs, l'ambition de Jeanne, et le sort de ceux qui se retrouvent pris entre les deux. Et sans le savoir encore, Anaïs est déjà en train de s'engager sur un terrain où chaque pas la rapproche dangereusement d'un point de non-retour. À mesure que la nouvelle de la décision de Jeanne se répand, l'institut tout entier semble vibrer d'une agitation sourde. Les discussions se font plus rapides, plus nerveuses, et chacun projette sur cette affaire ses propres frustrations. Pour Tom Azem, c'est la goutte de trop. Derrière le comptoir de Jude, il tente d'anticiper Mardi Gras avec une énergie presque fébrile, comme s'il cherchait à noyer son exaspération dans l'organisation d'une happy hour improvisée. Mais au fond, ce n'est pas la fête qui l'obsède, c'est le sentiment d'être constamment ignoré. Tom ne supporte plus ce qu'il perçoit comme l'indifférence de Fleur Pessin et Lionel Lano. À ses yeux, leurs roucoulades ont pris le pas sur toute responsabilité collective. Chaque proposition qu'il avance pour le BDE tombe dans le vide, balayée par des regards distraits et des sourires complices qui l'excluent. Alors, dans un accès de colère froide, il verbalise l'impensable, dissoudre le bureau, repartir de zéro, provoquer de nouvelles élections.
Pour lui, c'est la seule façon de reprendre la main et de ne plus se sentir transparent. Fleur, touchée par cette réaction brutale, tente de rattraper Tom. Elle sent bien que sa colère n'est pas seulement dirigée contre elle et Lionel, mais qu'elle révèle une lassitude plus profonde, un malaise qu'elle n'a pas su voir venir. Pourtant, malgré ses efforts pour apaiser la situation, quelque chose résiste en elle. Car Fleur elle-même n'est pas sereine. Derrière son attitude enjouée, un doute persistant s'est installé, sournois, presque honteux. Ce doute, elle finit par le confier à César Verneuil. Après un incident apparemment anodin, un plat renversé par maladresse, passé sous silence par Joséphine et Fleur, la discussion glisse vers quelque chose de plus intime. César, avec son humour un peu désabusé, avoue qu'il ne sait parfois pas comment Colline parvient à le supporter. Cette remarque, loin d'être légère, ouvre une brèche. Fleur en profite pour poser la question qui la hante. Comment passe-t-on réellement du statut d'ami à celui de couple? Existe-t-il une phase d'adaptation, un moment de flottement où tout peut basculer? Derrière ces mots, César perçoit immédiatement que la question ne le concerne qu'en surface. Fleur parle d'elle, de Lionel, de ce déséquilibre qu'elle n'ose pas nommer. Elle sent que quelque chose s'est fissuré, que leur relation ne repose peut-être plus sur les mêmes bases, mais elle n'est pas encore prête à affronter cette vérité en face. Pendant que ces tensions relationnelles se nouent, ailleurs à l'Institut, Billy Couder observe avec attention la situation de l'hôtel Jourdain. Elle voit bien Anaïs lutter pour maintenir un cap, et cette bataille silencieuse fait écho à ses propres inquiétudes. Billy porte encore le poids de la liberté de Valdine, une pensée qui la ronge malgré ses tentatives pour aller de l'avant. Pourtant, c'est précisément dans cette fragilité qu'émerge une idée audacieuse. Billy comprend que pour sauver l'hôtel, il ne suffit pas d'éteindre l'incendie autour de Milan. Il faut frapper fort, redonner envie, créer un événement capable de faire oublier les soupçons et de repositionner l'établissement sous un jour prestigieux. Lorsqu'elle évoque la possibilité d'organiser la cérémonie du meilleur hôtel du monde à l'hôtel Jourdain, un palace initialement choisi s'étant désisté, l'idée résonne comme une étincelle dans l'esprit d'Anaïs. Pour Anaïs, cette proposition est à la fois une bouffée d'oxygène et une source d'angoisse. Elle y voit immédiatement le potentiel, un séminaire d'excellence, un dîner de gala, une vitrine internationale. Mais elle mesure aussi l'ampleur du défi. Un tel événement ne tolère aucune approximation. Le moindre faux pas serait impitoyablement jugé, surtout par Jeanne, qui n'attend qu'une erreur pour confirmer ses doutes. Dans ce contexte, Anaïs commence à entrevoir ce qui se joue réellement. Ce n'est plus seulement l'avenir de Milan qui est en question, ni même celui de l'hôtel Jourdain. C'est sa propre légitimité, sa capacité à diriger dans la tempête, à fédérer malgré les tensions internes et les conflits personnels. Autour d'elle, chacun semble engagé dans sa propre lutte, mais toutes convergent vers un même point de rupture. À la fin de la journée, alors que les lumières de l'Institut s'adoucissent, Anaïs reste seule un instant, pesant le pour et le contre. Elle sent que l'idée de Billy pourrait tout changer, mais elle sait aussi qu'en l'acceptant, elle ne pourra plus reculer. Ce choix, encore informel, commence déjà à tracer une ligne invisible entre avant et après. Et sans le dire à voix haute, Anaïs presse que cette décision l'entraînera bien plus loin qu'elle ne l'imagine, jusqu'à un affrontement où chaque fragilité sera mise à nu. La nuit a laissé derrière elle un sentiment d'urgence qui ne se dissipe pas au petit matin. À l'hôtel Jourdain, Anaïs Grimbert avance avec cette détermination silencieuse qui trahit les décisions déjà prises intérieurement. Elle sait désormais que rester immobile serait la pire des options. Alors, avant que d'autres ne décident pour elle, elle choisit d'aller droit au cœur du problème, Milan. Non pas pour lui annoncer une sanction, mais pour lui parler franchement, sans détour, comme elle l'a toujours fait. Face à Milan Emery, Anaïs mesure le fossé entre la violence des enjeux institutionnels et la simplicité presque désarmante de l'étudiant qu'elle a devant elle. Elle ne minimise rien, n'enjolive pas la situation. Elle lui explique que son nom est devenu un point de fixation, un symbole de toutes les peurs et de toutes les tensions. Milan écoute, attentif, partagé entre la culpabilité de provoquer autant de remous et l'injustice d'être traité comme un problème à éliminer. Anaïs lui parle alors de l'idée qui pourrait tout changer. De cette cérémonie prestigieuse, de cette opportunité aussi rare que risquée. Dans son regard, Milan perçoit quelque chose de nouveau. Non plus seulement la chef protectrice, mais la directrice prête à se battre pour défendre une vision. Il comprend qu'au-delà de son propre cas, c'est l'avenir de l'hôtel Jourdain qui se joue, et peut-être même celui d'Anaïs elle-même. Pendant ce temps, à l'Institut, Denis Solal tente de maintenir une ligne de conduite raisonnable face aux inquiétudes grandissantes. Lorsqu'il échange avec Andrea, il rappelle un fait essentiel,
aucune preuve ne permet d'accuser Milan. Tout le reste n'est que supposition, peur, emballement collectif. Denis plaide pour laisser du temps à Anaïs, convaincue qu'elle est capable de gérer la situation avec intelligence et sang-froid. Cette confiance, pourtant, n'est pas partagée par tous. En retrait, Jeanne Rigaud observe. Elle ne s'oppose pas frontalement, mais chaque décision d'Anaïs renforce sa certitude intime. Cette jeune directrice joue avec le feu. Jeanne n'a pas besoin de provoquer l'erreur. Elle est persuadée qu'elle viendra d'elle-même, portée par l'ambition et l'entêtement. À l'écart de ces stratégies, une autre tension se joue, plus intime, mais tout aussi lourde. Ferdinand Castelmont s'isole, le téléphone silencieux à côté de lui. Les appels manqués de sa mère s'accumulent, mais il n'y répond pas. Ce choix, il l'a fait consciemment, même s'il lui arrache un peu le cœur. Il confie à Billy qu'il a besoin de cette distance pour respirer, pour se définir autrement que dans le regard maternel. Une coupure nécessaire, même douloureuse. Billy Couder, elle, encaisse en silence ses propres blessures. La liberté de Valdine continue de la hanter, comme une injustice qu'elle n'arrive pas à digérer. Pourtant, face à Ferdinand, elle se montre présente, solide, presque rassurante. Il lui promet d'être là, simplement, pour l'aider à penser à autre chose, à ne pas se laisser engloutir par des peurs qui dépassent leur quotidien immédiat. Ces échanges, discrets mais profonds, rappellent que derrière les enjeux de prestige et de pouvoir, chacun lutte avec ses propres fantômes. Et c'est précisément ce mélange d'intime et de politique qui rend la situation si fragile. À mesure que les heures passent, Anaïs sent que son projet prend forme, mais aussi qu'il l'expose de plus en plus. Chaque allié rassure, chaque regard sceptique alourdit la pression. En fin de journée, lorsqu'Anaïs croise le regard de Jeanne dans un couloir, il n'y a ni provocation ni colère ouverte. Juste une compréhension tacite, elles savent toutes les deux que la prochaine étape sera décisive. Anaïs avance, convaincue qu'elle n'a plus le choix. Jeanne attend, certaine que cette avancée mènera à une chute. Et dans cet entre-deux tendu, où chacun retient son souffle, l'hôtel Jourdain devient le théâtre d'un pari démesuré. Un pari où la réussite pourrait tout sauver, mais où l'échec, lui, ne laisserait aucune seconde chance. Le lendemain, l'atmosphère à l'institut semble suspendue, comme si chacun pressentait que quelque chose d'irréversible est en train de se nouer. Anaïs Grimbert avance avec une concentration presque douloureuse. Elle a obtenu ce rendez-vous qu'elle attendait, celui avec le président de la Fondation du Prix d'Excellence. Rien n'est encore joué, mais tout peut basculer dans les prochaines heures. À ses côtés, Clotilde Armand est là, discrète mais attentive, consciente que cette rencontre pèsera lourd dans la suite des événements. Pour éviter toute interférence, Denis Solal a pris soin d'écarter Andrea de l'Institut pour l'après-midi. Ce détail, en apparence anodin, montre à quel point la situation est devenue stratégique. Anaïs n'a plus droit à l'erreur, et chaque condition doit être réunie pour qu'elle puisse défendre son projet sans pression supplémentaire. Le président de la Fondation écoute attentivement. Il n'est ni hostile ni conquis d'avance. Il parle d'exigence, de prestige, d'un événement qui ne peut tolérer l'à peu près. Très vite, il pose ses conditions, une organisation irréprochable, un cadre à la hauteur, et surtout un dîner de gala qui devra incarner l'excellence absolue. Anaïs accepte sans hésiter, même si elle sait déjà que ce « oui » l'engage bien plus qu'elle ne le montre. Elle promet une première ébauche de menu dès le lendemain, scellant ainsi un engagement qui la dépasse. En sortant du rendez-vous, Anaïs sent le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. Elle a franchi un point de non-retour. Désormais, il ne s'agit plus d'une idée à l'état de projet, mais d'un calendrier, d'exigences concrètes, d'attentes précises. Clotilde, en la regardant, perçoit cette tension et comprend qu'Anaïs s'est volontairement placée sur une ligne de crête, où la moindre défaillance sera exploitée sans pitié. Pendant que les enjeux institutionnels s'intensifient, d'autres scènes, plus modestes en apparence, se jouent dans les cuisines. Ismaël travaille sur une recette pour son cours avec Claire. Il s'acharne, recommence, doute. Son geste manque de fluidité, son raisonnement s'en mêle. En observant cela, Hector intervient presque naturellement, lui proposant un coup de main sans jugement. L'échange entre eux dépasse rapidement le simple cadre technique. Ismaël remarque la patience d'Hector, sa capacité à expliquer, à rassurer sans jamais écraser. Spontanément, il lui dit qu'il ferait un excellent professeur de cuisine. Hector est surpris. Personne ne lui a jamais réellement proposé cette perspective. Il minimise, parle de circonstances, de choix passés. Mais l'idée fait son chemin, révélant en creux une autre facette de cette journée, celle des possibles encore inexploités. À distance, Jeanne Rigaud suit les mouvements d'Anaïs avec une attention froide. Elle sait pour le rendez-vous, elle devine les enjeux.
Et plus Anaïs s'investit, plus Jeanne se convainc qu'elle court à sa perte. Dans son esprit, ce projet de cérémonie ressemble à un piège que la directrice s'est elle-même tendu, portée par un mélange de fierté et de besoin de prouver sa légitimité. Lorsque la journée touche à sa fin, Anaïs rassemble ses pensées. Elle sait qu'elle doit maintenant affronter l'administration, exposer clairement ce qu'elle a entrepris et assumer les conséquences. La fatigue se lit sur son visage, mais elle refuse de céder au doute. Pour elle, ce projet n'est plus seulement une stratégie, c'est une ligne de conduite, une affirmation de ce qu'elle croit juste. Et tandis que l'institut se vide peu à peu, une certitude s'impose, ce dîner de gala, encore à l'état de promesse, est devenu l'axe autour duquel tout va désormais tourner. Réussite éclatante ou chute brutale, il n'existera bientôt plus d'entre-deux. Le retour d'Anaïs à l'institut a quelque chose d'étrangement solennel. Les couloirs qu'elle traverse lui semblent plus étroits, comme si l'espace lui-même se resserrait autour de sa décision. Elle sait que le rendez-vous n'est plus un secret et que, désormais, chaque regard posé sur elle jauge la solidité de ce pari qu'elle vient de lancer. À cet instant précis, Anaïs Grimbert comprend que la difficulté ne réside plus dans l'organisation à venir, mais dans l'acceptation pleine et entière de ce qu'elle est prête à risquer. Dans le bureau, Jeanne Rigaud l'attend déjà. Rien dans son attitude ne trahit la moindre surprise. Son calme, presque clinique, donne à l'échange une gravité particulière. Anaïs expose les faits sans détour. La Fondation accepte d'envisager l'hôtel Jourdain, à condition d'un dîner de gala irréprochable et d'une organisation exemplaire. Chaque mot est pesé, chaque phrase assumée. Jeanne écoute, attentive, comme si elle évaluait non pas le projet, mais la résistance de celle qui le porte. À mesure que la discussion avance, la tension monte. Jeanne souligne les risques, les précédents, les échecs possibles. Elle évoque l'image de l'institut, la responsabilité collective, l'erreur qui ne pardonnerait pas. Anaïs l'entend, mais ne recule pas. Elle explique qu'il ne s'agit pas d'un caprice ni d'un coup d'éclat, mais d'une réponse réfléchie à une crise qui menace de s'enliser. Pour la première fois depuis longtemps, elle parle avec une fermeté qui ne cherche plus à convaincre, seulement à affirmer. Clotilde Armand, présente lors de l'échange, observe en silence. Elle perçoit le basculement. Anaïs n'est plus en train de demander du temps ou de la confiance, elle est en train de poser un acte. Et dans cet acte, Clotilde devine autant de courage que de danger. Elle sait que Jeanne, sous ses airs mesurés, attend l'instant où cette assurance se fissurera. C'est alors qu'Anaïs franchit le pas. Elle prononce les mots qui figent la pièce dans un silence dense. Si la cérémonie du prix d'excellence tourne au fiasco, elle en assumera l'entière responsabilité. Elle n'évoque pas des sanctions floues ni des conséquences collectives. Elle parle d'elle, de sa place, de sa fonction. Elle affirme que, dans ce cas précis, elle cédera la direction à Jeanne. Cette déclaration n'a rien de théâtral. Elle tombe, sèche, irrévocable. Le regard de Jeanne change imperceptiblement. Ce n'est ni un sourire ni une victoire ouverte, mais une satisfaction contenue, presque froide. C'est exactement ce qu'elle attendait, un engagement total, sans filet. Elle n'a plus besoin d'attaquer. Désormais, il lui suffira d'attendre. Anaïs vient de transformer un désaccord en ultimatum, et Jeanne sait combien un tel pari peut se retourner contre celle qui l'énonce. À l'extérieur du bureau, la nouvelle se répand rapidement. Billy Couder apprend ce qu'Anaïs vient de faire et en est profondément troublée. Elle se sent à la fois honorée que son idée ait déclenché un tel mouvement et écrasée par la responsabilité que cela implique. Elle mesure que ce projet dépasse désormais le cadre d'une initiative brillante, il est devenu le socle sur lequel repose l'avenir professionnel d'Anaïs. Dans les cuisines et les salles de travail, l'ambiance change subtilement. Certains voient dans cette annonce un signe de leadership fort, une preuve qu'Anaïs croit réellement en son équipe. D'autres, plus sceptiques, y perçoivent une imprudence presque inconsciente. Tous, cependant, comprennent que le temps de l'attentisme est révolu. Chaque geste, chaque préparation, chaque détail comptera double. Lorsque la journée s'achève, Anaïs reste seule un moment, assise dans le calme retrouvé de son bureau. La fatigue la gagne, mais une étrange clarté l'habite. Elle sait qu'elle vient de poser l'acte le plus risqué de sa carrière, peut-être de sa vie. Pourtant, au fond d'elle, une certitude demeure. Renoncer à ce qu'elle estime juste aurait été une défaite bien plus amère que n'importe quel échec à venir. Et tandis que les lumières s'éteignent peu à peu à l'institut, une ligne invisible est désormais tracée. D'un côté, l'espoir d'une reconnaissance éclatante. De l'autre, la perspective d'une chute annoncée. Anaïs avance entre les deux, consciente que le compte à rebours a commencé et que plus rien, désormais, ne pourra l'arrêter. La nuit est tombée sur l'institut, mais le calme apparent ne parvient pas à apaiser les esprits. Dans son bureau désormais silencieux,
Anaïs Grimbert reste immobile quelques instants, comme si elle avait besoin de mesurer physiquement le poids de ce qu'elle vient de faire. Le pari est lancé, et pour la première fois depuis qu'elle a accepté la direction de l'Hôtel Jourdain, elle n'a plus aucune marge de manœuvre. Chaque décision future sera observée, disséquée, interprétée à travers le prisme de cet engagement radical. Elle repense aux mots prononcés devant Jeanne, à cette phrase qui résonne encore dans son esprit comme un coup de tonnerre contenu. Ce n'était pas une bravade, ni un geste impulsif. C'était la conséquence logique de semaines de tensions accumulées, de regards soupçonneux, de doutes jamais formulés mais toujours présents. En mettant son poste en jeu, Anaïs a voulu reprendre le contrôle du récit, refuser d'être lentement fragilisée par des décisions imposées de l'extérieur. Pourtant, une inquiétude sourde s'installe. Elle connaît la complexité d'un événement de cette ampleur. Un dîner de gala ne se limite pas à une belle carte et à un service impeccable. Il implique des équipes soudées, une logistique sans faille, une harmonie presque invisible entre tous les acteurs. Or, l'Institut est loin d'être un bloc homogène. Les tensions personnelles, les rivalités, les failles émotionnelles risquent à tout moment de ressurgir et de fissurer cette façade d'excellence qu'elle tente de bâtir. Dans les couloirs, Billy Couder ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle repense à l'idée qu'elle a lancée presque instinctivement, sans mesurer qu'elle deviendrait le cœur d'un tel affrontement. La culpabilité la gagne par vagues successives. Elle se demande si Anaïs aurait osé aller aussi loin sans cette proposition, si elle n'a pas, malgré elle, précipité sa directrice dans une situation intenable. Pourtant, une autre part d'elle refuse de regretter. Elle croit profondément au potentiel de l'Hôtel Jourdain, et surtout à la capacité d'Anaïs à porter ce projet avec sincérité. Cette nuit-là, les pensées de Billy dérivent aussi vers Valdine, vers cette liberté qu'elle n'arrive toujours pas à accepter. Elle se sent vulnérable, déstabilisée, et cette fragilité personnelle se mêle désormais à une responsabilité collective. Elle comprend que, si le projet échoue, elle portera toujours en elle une part de ce fiasco, même si personne ne le lui reproche ouvertement. De son côté, Jeanne Rigaud observe la situation avec une distance presque clinique. Elle n'a rien fait de plus que laisser Anaïs parler, s'engager, s'exposer. Dans son esprit, le scénario est déjà en place. Elle sait que la perfection exigée par la fondation est rarement atteinte, surtout dans un contexte aussi tendu. Et si l'échec devait survenir, il ne serait pas le fruit d'une machination, mais la conséquence logique d'un excès de confiance. Jeanne se persuade qu'elle n'attend pas la chute d'Anaïs par ambition personnelle, mais par souci de stabilité et de rigueur. C'est du moins ainsi qu'elle le formule intérieurement. Le lendemain approche, et avec lui le début concret des préparatifs. L'Hôtel Jourdain, encore endormi, deviendra bientôt le centre de toutes les attentions. Chaque employé, chaque élève impliqué ressentira la pression monter, parfois sans en connaître l'origine exacte. L'excellence exigée ne sera plus une abstraction théorique, mais une norme implacable à atteindre sous le regard de tous. Anaïs le sait mieux que quiconque. Avant de quitter son bureau, elle jette un dernier regard à l'espace qui symbolise sa fonction, son engagement, sa réussite fragile. Elle se demande brièvement si elle s'y installera encore longtemps. Puis elle chasse cette pensée. Se projeter dans l'échec serait déjà lui laisser trop de place. Pour l'instant, une seule chose compte, avancer, malgré la peur, malgré le doute, et prouver que ce pari n'est pas une folie, mais l'expression la plus honnête de sa vision. Et tandis que la nuit s'achève lentement sur l'Institut, chacun, à sa manière, se prépare à affronter les conséquences de cette décision. Sans le savoir encore, ils viennent tous d'entrer dans une phase où la moindre faille humaine pourrait faire vaciller un édifice bâti sur la promesse de l'excellence. L'aube se lève lentement sur l'Institut, baignant les façades d'une lumière pâle qui ne parvient pas à dissiper la tension accumulée. Pour Anaïs Grimbert, cette nouvelle journée n'a rien d'ordinaire. Elle se réveille avec la sensation étrange d'avoir déjà basculé dans l'après, comme si la décision prise la veille avait redéfini le temps lui-même. Il n'y a plus de retour possible, plus d'espace pour les demi-mesures. Tout ce qui va suivre portera la marque de ce pari qu'elle a choisi d'assumer jusqu'au bout. En arrivant à l'Hôtel Jourdain, Anaïs observe son équipe avec une attention nouvelle. Chaque visage lui rappelle la responsabilité qu'elle porte désormais. Elle comprend que ce projet de cérémonie n'est pas seulement un défi logistique ou une démonstration de savoir-faire, c'est un test de confiance. Confiance en elle, mais aussi en ceux qu'elle a décidé de ne pas sacrifier, à commencer par Milan. En refusant la sanction facile, elle a envoyé un message clair, mais elle sait que ce message devra être soutenu par des résultats irréprochables. Dans les couloirs, les murmures se font plus discrets, mais plus lourds de sens. La rumeur de l'ultimatum d'Anaïs s'est installée, transformant chaque interaction en évaluation tacite.
Certains la regardent avec admiration, d'autres avec inquiétude, conscients qu'un tel engagement peut aussi être perçu comme une prise de risque inconsidérée. Anaïs, elle, avance sans chercher à capter ses jugements. Elle sait que le regard le plus exigeant sera le sien. À distance, Jeanne Rigaud observe la scène avec une satisfaction silencieuse. Elle n'a pas besoin de provoquer, ni de s'imposer davantage. Dans son esprit, le compte à rebours a commencé. Elle se persuade qu'Anaïs, en voulant prouver trop vite sa légitimité, s'est exposée à une chute inévitable. Pourtant, une part d'elle reste attentive, presque méfiante. Car si ce pari devait réussir, il renverserait bien plus qu'un simple rapport de force. De son côté, Billy Couder ressent un mélange troublant d'angoisse et d'espoir. Elle voit Anaïs avancer, droite malgré la pression, et comprend que ce projet dépasse désormais leurs peurs individuelles. Billy se promet intérieurement de tout donner, de ne rien laisser au hasard, comme une façon de se racheter d'avoir été l'étincelle de ce défi démesuré. Elle sait que la réussite de la cérémonie pourrait offrir à l'hôtel Jourdain une reconnaissance inespérée, mais aussi redonner à Anaïs une légitimité incontestable. Au fil des heures, Anaïs prend pleinement conscience de ce qu'elle a signé. Ce n'est pas seulement son poste qu'elle a mis en jeu, mais sa vision de la direction, fondée sur la responsabilité et la confiance plutôt que sur la peur et l'exclusion. Elle accepte l'idée que cette posture puisse lui coûter cher. Pourtant, au fond d'elle, une conviction demeure intacte. Diriger n'a de sens que si l'on est prêt à en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. Lorsque la journée touche à sa fin, l'atmosphère est lourde, chargée d'attentes et de non-dits. L'hôtel Jourdain se prépare lentement à devenir le centre d'un événement qui pourrait tout changer. Anaïs, seule un instant, regarde autour d'elle comme on regarde un lieu que l'on aime, mais dont on sait qu'il peut vous échapper. Elle ne regrette rien. Elle sait simplement que la ligne qu'elle a franchie ne pourra jamais être effacée. Ainsi se referme cet épisode, suspendu entre promesses et menaces. Anaïs a peut-être signé sa propre fin, comme Jeanne l'espérait en silence. Ou peut-être vient-elle, au contraire, de poser les bases d'une victoire éclatante. Une chose est sûre, désormais, chaque pas qu'elle fera sera scruté, et l'issue de ce pari décidera non seulement de son avenir, mais de l'équilibre même de l'hôtel Jourdain.